Espace TV, le 22h. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du 22h. L'opposition républicaine était face à la presse ce mardi. Le chef de file de l'opposition guinéenne a dressé un véritable réquisitoire contre le régime actuel. Cellou Dalein Diallo dénonce l'arrogance du gouvernement. Et pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, nos députés se chicanent, se disputent et s'insultent. Une scène surréaliste qui s'est déroulée hier lors de la session des finances. Images à suivre dans ce journal. La direction du stade de Nongo évalue l'exécution des travaux à hauteur de 80%, un stade qui peine à accueillir le premier match de football. Constat assure dans cette édition d'information. L'opposition républicaine était encore face à la presse ce mardi. Au menu, plusieurs points, notamment la crise dans le secteur éducatif. Dans ce constat, les membres de l'opposition demandent plus d'ouverture, d'écoute auprès du gouvernement. Il a été aussi question de l'interdiction des manifestations publiques. Cellou Dalein Diallo et ses collègues veulent appeler à une désobéissance civile. Le reportage est signé Djibril Ba, Ibrahim Souma. D'abord, l'opposition trouve scandaleux la crise qui perdure encore dans le système éducatif. Cellou Dalein, dans ce contexte, sollicite du gouvernement des concessions. Aussi, faire face, dit-il, à des difficultés considérées structurelles. Examinez ces revendications. Si vous ne pouvez pas tout satisfaire, vous pouvez le sensibiliser sur le rôle qui est le sien. Parce que ce n'est pas des animaux, c'est des hommes. C'est aussi des parents d'élèves. Mais, en Afrique, à juste raison, on accorde beaucoup. Sur le contentieux électoral, le chef de file de l'opposition dans ses dires est loin de se victimiser, mais il dénonce le processus d'installation des conseils communaux. Le président dit qu'il lui faut du Breka, qu'il ne peut pas laisser du Breka. Rien, il faut qu'il prenne du Breka. Je dis, j'ai gagné 23. Vous avez gagné 12, vous voulez prendre là-bas? Non, c'est pas normal. Il dit non, il faut du Breka au RPG. Je peux laisser Kindia, mais je ne peux pas laisser du Breka. C'est comme ça qu'on est arrivé à l'accord qui a été signé à mon bureau avec Brahima Condé, Damaro et moi-même. Ensuite, le président de l'UFDG s'est longuement justifié sur les violations des accords et de la loi depuis le premier mandat d'Alpha Condé. Le pouvoir a dit qu'elle ne peut pas appliquer la loi. On a fait la concession, donc on va modifier la loi, mais il ne faut pas que ce soit à la discrétion de l'administration, du sous-préfet ou même du maire de désigner arbitrairement le chef de quartier, parce que nous sommes dans un système de parti-État. Enfin, il est évident pour Dalein que le chef de l'État veut un troisième mandat. L'une des raisons évoquées par le conférencier, le non-respect du calendrier des élections à venir, notamment les législatives. Et puis cette information, le président Alpha Condé, en 2015, a taillé un poste à sa mesure, un poste de haut représentant du chef de l'État. Sidia Touré, le leader de l'UFR, l'Union des forces républicaines, vient de démissionner de ce poste. Entre les lignes de sa lettre de démission, on peut lire « Notre pays est confronté à des crises multiples. Cette situation nous interpelle en tant que leader politique pour proposer des solutions qui redonnent espoir à notre peuple. Mon titre de haut représentant ne me permet pas de jouer ce rôle. J'ai donc décidé de démissionner de ce poste aujourd'hui », a-t-il mentionné. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Comme annoncé dans les titres, nos députés se disputent, se chicanent et s'insultent lors de la session des finances d'hier lundi. Ces envolées lyriques ont opposé le président de l'Assemblée nationale et les députés du groupe parlementaire, les libéraux démocrates. Les hostilités ont débuté lorsque Claude Korikondiano a qualifié les députés de ce groupe parlementaire de traite. Malik Sengana Kamara, Yacouba Traoré. Après l'appel nominal des députés, des projets ont été déposés sur leur table. Le premier concernant l'accord stratégique sino-guinéen pour la construction de la route Koya-Dabola et le second sur le code maritime. Le président de l'Assemblée nationale a sollicité le vote massif des députés. La consigne de Korikondiano est suivie
Mais les députés du groupe parlementaire libéraux-démocrates ont préféré s'abstenir. Chose qui a amené le président Kori Koundiano à qualifier ceci de traître. La réplique ne s'est pas fait attendre. Fodé Oussou Fofana, président des libéraux-démocrates, a exigé à Claude Kori Koundiano de retirer le mot au risque de boycotter la plénière. Moi, je vous dis honnêtement, ici et maintenant, nous ne pouvons pas l'accepter et nous vous demandons de retirer ce mot. Je ne retire pas. Non, vous allez retirer. Alors c'est le président qui est traître. Alors c'est le président qui est traître. La position vous devez retirer ce mot, monsieur le président. Pour mettre de l'ordre, le président de l'Assemblée a suspendu la session pour au moins 10 minutes avant de reprendre les débats. À la reprise, le président de l'Assemblée nationale a présenté ses excuses aux parlementaires touchés par ses propos. Le groupe libéral démocrate demande de présenter des excuses. Je présente des excuses. Des excuses acceptées, les débats se sont poursuivis dans la sérénité. Ouverture d'un atelier sur le handicap ce mardi. La Guinée, l'Afrique du Sud, le Sénégal et des représentants de l'Union africaine participent à cette rencontre. L'objectif est d'élaborer une stratégie pour le développement inclusif et effectif des personnes à mobilité réduite. Alceni Bari, Korea Bukoroba. C'est sur le thème « Soutenir l'inclusion des personnes handicapées à travers l'architecture du handicap » de l'Union africaine qu'a démarré cette rencontre. Elle réunit personnes à mobilité réduite, cadres du gouvernement, journalistes et des représentants de l'Union africaine, le Sénégal et l'Afrique du Sud. Il est question d'élaborer une stratégie pour le développement inclusif et effectif des personnes handicapées. L'handicap constitue une priorité aujourd'hui au niveau du gouvernement. Il est en lien avec vraiment la vision d'une Guinée inclusive que M. le Président de la République souhaite réaliser en République de Guinée. Alors, cette activité qui nous aide vraiment dans le renforcement des capacités pour pouvoir élaborer une stratégie inclusive aussi se situe dans le cadre de la réalisation du Programme national de développement économique et social. Désormais, les États africains prennent la protection et la promotion des handicapés à bras le corps. Il s'agit d'égalité de chances dans les postes de responsabilité, l'emploi, mais aussi la formation et le renforcement des capacités de ces hommes. Vous avez le renforcement de leurs capacités, la formation qui doit bénéficier de formation pour gérer mieux les associations qui gèrent, les institutions qui gèrent. Il y a aussi l'accès aux soins de santé, il y a aussi l'accès à l'éducation, l'accès aussi à l'emploi. Au-delà de tout, précise la conseillère du président Macky Sall du Sénégal, venue pour 3 jours d'échange, le premier travail implique ces personnes handicapées qui doivent se battre pour leur formation et œuvrer pour leur épanouissement. La crise dans le secteur éducatif inquiète l'USTG version Abdoulaye Sow. Cette branche syndicale encourage la reprise du dialogue entre le gouvernement et le SLEG. Ce mardi, à son siège, Abdoulaye Sow est revenu sur les démarches menées pour sonner le glas de cette crise qui affecte énormément l'école guinéenne depuis des mois. Abdraman Ba, Yacouba Traoré. Pendant que la paralysie du secteur éducatif se poursuit de plus belle, cette branche de l'USTG mène des démarches favorables à la reprise des négociations. Plusieurs courriers auraient été adressés au gouvernement, mais jusqu'à présent, rien de concret n'a été obtenu. Le Premier ministre nous a répondu qu'il est d'accord pour les négociations. Mais dans ce courrier, la date, le lieu et les acteurs autour de la table n'étaient pas définis. Donc il nous est revenu de lui adresser un nouveau courrier pour demander de préciser ces éléments. Plusieurs facteurs traînent les négociations. Ce sont les préalables du gouvernement qui sont pour l'instant inacceptables pour le SLEG. Le Premier ministre nous a répondu pour dire qu'il est d'accord que les négociations aient lieu, mais la condition préalable, c'est la suspension de la grève par le SLEG. Et une fois que cette condition est remplie, avec
tous les syndicats du secteur éducatif, que nous puissions nous asseoir autour de la table et discuter. L'USTG prône le dialogue autour de la table de négociation, mais seulement avec la fédération de Aboubacar Souma, qui est la partie revendicatrice. Je pense que le gouvernement comprend aujourd'hui mieux que quiconque que le porteur des revendications, c'est le SLEG de Aboubacar Souma, qui a dit aux enseignants de ne pas aller en classe, et les enseignants ne vont pas en classe. Il n'y a aucune autre fédération qui peut dire aux enseignants allez en classe, malgré qu'il y a certains qui disent qu'ils apprécient le gel des salaires, qu'ils demandent à ce qu'on retourne en classe. Ils ne sont pas écoutés. Lors de la dernière assemblée générale du SLEG, Aboubacar Souma et ses compagnons ont rejeté en bloc les exigences du gouvernement. Un bâtiment R+2 a pris feu ce matin dans la commune de Kaloum, en plein cœur de la capitale guinéenne. Pour l'origine du feu n'est pas connue. Aucune perte en vie humaine, mais des dégâts matériels importants. Les locaux du site Guinée7.com, logés dans ce bâtiment, ont été entièrement consumés par les flammes. Marim Fodé Camara, Abdoulaye Camara, reportage. C'est aux environs de 9 h que le feu s'est déclaré au deuxième étage de ce bâtiment à usage domestique et bureautique. Plusieurs bureaux, dont celui du site d'information Guinée7 et Actu-Conakry.com, sont partis en fumée. Le matériel informatique, les documents, tout a été consumé à ce niveau. Selon nos informations, c'est un court-circuit qui serait à l'origine. Le feu a duré plus de 2 heures avant d'être maîtrisé. Il a fissuré les murs, même les carreaux ne sont pas épargnés. Le propriétaire du dit bâtiment ne s'est pas prêté à nos questions. Mais le directeur de la protection civile, dont le service est souvent accusé d'être en retard sur les lieux d'incendie, s'explique. Là où le feu a commencé, il n'y avait personne. Bon, c'est pas la cour, mais il n'y avait personne. Donc tout ça, comment on appelle, tout le bâtiment a été en flammes avant que on nous informe. Donc on est venu quand tout le bâtiment était déjà en flammes. Donc il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Et c'est un agent de pompiers seulement qui a été légèrement blessé. Après avoir maîtrisé le feu, les victimes ont été invitées à venir faire le constat. Un constat très alarmant. Le constat est très amer. On a tout perdu. On a tout perdu. Il n'y a rien qui est récupérable. Même les carreaux dans le bureau ont pété. Informée, Madame le maire de Kaloum est venue elle aussi compatir à la douleur des victimes. Oui, nous étions en session quand nous avons appris cette nouvelle, cet incendie dû à un court-circuit. Donc nous avons tous accouru ici, à tous les conseillers de la commune, pour venir constater de visu les dégâts. Nous allons voir comment nous pourrons être à leur côté. Une enquête est déjà ouverte par l'Office de la police judiciaire pour comprendre l'origine de cet incendie qui a causé des dégâts assez importants. Et puis le directeur général de la protection civile a mis l'occasion à profit pour expliquer les problèmes auxquels son service est confronté. Il a par ailleurs demandé à l'État de doter ce service d'équipements adéquats pour faire face à de tels incendies. Il est au micro de Mariam Fodé Camara et d'Abdoulaye Camara. Aujourd'hui, il y a 3 camions à Kaloum, 2 camions à Ratoma et 1 camion à Matoto. Maintenant, vous voyez le camion, c'est un camion de 2000 litres. Donc le camion de 2000 litres, son temps d'intervention ne dépasse pas maximum 10 à 15 minutes. D'abord, 3 centres à Conakry, c'est peu. Conakry, aujourd'hui, le minimum, il faut 6 à 7 centres. Parce que c'est pourquoi on nous accuse qu'on vient en retard. Donc quand il y a les incendies, d'abord il y a l'embouteillage. Parfois on ne peut même pas passer, on est bloqué. Et quand on vient, on ne sait même pas quand est-ce qu'on nous a informés. Il y a la population aussi qui s'attaque à nous. On demande non seulement l'État, mais les partenaires. Ils n'ont qu'à nous aider pour qu'on puisse être opérationnels pour au moins gérer tous les cas d'incendie. La communauté Konya a procédé dimanche dernier à l'installation de son bureau exécutif national à Conakry. C'est désormais Mohamed Kamara, ancien député maire de la commune de Matoto, qui en est le président. Cette cérémonie d'installation a réuni plusieurs cadres ressortissants et associations du Grand Konya. Ouminato Sidibé, Ibrahim Mansouri Kamara.
L'installation de ce bureau exécutif a pour but de coordonner les activités socio-culturelles de la communauté konia vivant à Conakry et à l'extérieur du pays. À peine élu, Mohamed Kamara a promis de promouvoir la paix et la cohésion au sein de cette communauté qui a souvent été minée par des guerres de leadership. L'installation du président du bureau exécutif signifie quoi? L'installation de votre esclave, l'installation de votre élément de travail, l'installation des personnes qui vont obéir, pas de façon aveugle, mais selon la règle sociale, ce qui plaît à la communauté koniaké et aux autres. Le président du bureau exécutif souhaite relever le défi et propose de nouvelles perspectives pour le développement de la Guinée, ce à l'aide des sages. Ce fait, je voudrais vous garantir, c'est que nous reconnaissons réellement que nous avons des sages dont nous sommes sous leur couverture. Ansoumane Kamara Bafoué a pris part à la cérémonie. Pour le directeur général de la police, le président du bureau exécutif devrait avoir pour mission de rassembler davantage les ressortissants koniens et surtout participer à la sensibilisation de la population pour que la paix règne en Guinée. Sa première mission, c'est de nous unir pour aider le Konia à avancer, qui est une puissance, et essayer d'aider le gouvernement en place dans le cadre de la gouvernance et du respect des lois et de l'autorité. L'installation du bureau exécutif de la coordination du Konia a lieu dans un contexte assez particulier. Plusieurs citoyens demandent la dissolution de ces structures régionales et communautaires. Le gouvernement poursuit les constructions et réaménagements des routes nationales et voiries urbaines. Kerouané a été la 4e étape où de nombreuses activités ont été lancées. Il s'agit entre autres de la construction de 5 km de voiries urbaines, la réalisation du pont sur le fleuve Milo. Mamadou Kalisso, Tierno Sadouba, reportage. D'après les ingénieurs, cette route sera construite selon les standards de la CEDEAO. La chaussée comprend 2 voies de 3,50 m chacune, bordées par des accotements d'1,5 m. Ces spécialistes reviennent sur les principales caractéristiques. Le corps de chaussée comprend une couche de fondation qui est en graveleux latéritique naturel, améliorée à 30% de graves concassés. Donc c'est de la lithostabilisation. Donc la couche de fondation sera en lithostabilisation. Et au-dessus de cette couche, on va poser une couche de base en grave bitume sur une épaisseur de 10 cm. Et c'est sur cette couche de base qu'on va mettre la couche de roulement en enrobé, en béton bitumineux d'épaisseur 5 cm. 3 ponts, une trentaine d'ouvrages d'assainissement, des caniveaux couverts ou non selon les endroits seront réalisés le long de ces tronçons. L'entreprise exécutante rassure les pratiquants. Je peux rassurer la population et la communauté et les gens qui utilisent, les personnes qui se déplacent beaucoup entre Kankan et la frontière du Mali, que cette fois-ci, le projet démarre pour de bon, parce que avant c'était la recherche de financement. Dieu merci, maintenant nous avons les accords, il y a le financement, il y a le budget qui est alloué pour réaliser cette route-là, et les moyens, comme j'ai dit à Guiter, sont là pour réaliser ces travaux-là pendant 24 mois. Le délai d'exécution de ces contrats est de 2 ans. Près de 400 personnes sont mobilisées pour honorer cet engagement. Par ailleurs, des travaux de topographie seraient en cours pour la réalisation du tronçon Mandiana jusqu'à la frontière malienne, long d'environ 56 km. La société minière de Bokeh, SMB, entreprend l'étude d'impact environnemental et social pour l'exploitation du permis 20-053 dans la commune rurale de Malapouya. L'activité consiste aussi à associer autorités et communautés locales sur les démarches et méthodologies afin de recueillir les avis sur les éventuels risques que représente cette exploitation. Abdoulaye Keita, Selifo Lifosissé. Le code minier guinéen est clair. Chaque entreprise minière doit procéder à une étude d'impact environnemental et social avant l'exploitation de tout titre minier. Le permis 20-053 a été confié à la Société d'expertise environnementale et sociale, SES, au compte du consortium SMB Winning. Cette étude d'impact va, dans un premier temps, établir une situation de référence, donc un état initial,
de la situation environnementale, économique et sociale de la zone. Puis, elle va analyser quelles sont toutes les interventions humaines en termes industriels qui vont être réalisées et voir quels sont les impacts qui peuvent apparaître et quelles sont surtout les mesures d'atténuation ou d'évitement qui devront être mises en œuvre pour éviter ou atténuer ou compenser ces impacts. Ce permis de 236,82 km appartient à la collectivité de Malapouya dans la préfecture de Boké. Le maire de cette localité insiste sur les effets de cette exploitation sur les cours d'eau, entre autres, sollicite des mesures d'atténuation. Nous sommes prêts à aller les rencontrer pour changer vraiment le système de travail, de venir vers nous, tout ce qu'il y a comme problème, de venir les corriger directement. S'ils veulent vraiment fonctionner librement, qu'il n'y ait pas de problèmes, qu'ils viennent vers nous pour corriger les problèmes qu'ils ont avec nous. Pour l'administration locale en charge de l'environnement, la société minière de Boké a respecté les démarches, une obligation pour toute société évoluant en Guinée. Tout espace, que ce soit terrestre ou marin, doit faire l'objet d'une utilisation compatible avec la sauvegarde de leurs caractéristiques écologiques. Donc les études que nous sommes en train de faire ici répondent bien et cadrent bien avec la loi environnementale, c'est-à-dire la réglementation. Les participants ont émis plusieurs observations sur les enjeux de cette exploitation et les impacts. La société SMB s'est engagée à respecter à la lettre toutes les recommandations. Il appartient à l'État de faire son travail. La hache, l'herminette, le ciseau à bois, la râpe à bois, le grattoir, le couteau, tous ces instruments vous font sûrement penser à la sculpture. Les Guinéens ne manquent pas de génie dans ce métier. L'une de nos équipes de reportage s'est rendue dans un atelier artisanal à Bessia. Mohamed Valectore et Abdoulaye Kamara vous conduisent dans cet atelier. Lamphia Kamara est sculpteur de profession depuis l'âge de 16 ans. Assis dans son magasin situé à Bessia sur la voie menant l'aéroport, l'artisan attend des clients qui ne viennent presque pas. Dans ce bazar, on trouve toutes sortes d'œuvres d'art de l'ancienneté et des arts contemporains. On a là, on a été répercuté par rapport au blanc. Bon, je peux dire, actuellement, ça marche peu. Malgré l'existence du nombre important et varié d'articles dans leur centre d'affaires, les sculpteurs ne cessent de se plaindre pour le non-écoulement de leurs produits. Rares sont des Guinéens qui s'intéressent à ces objets, selon eux. Les clients sont souvent des étrangers. Cette carte de la Guinée est confectionnée par Lamphia et son équipe. C'est un cadeau pour le PDG du groupe Adafo, Lamine Guérassi. Ce monsieur-là, il fait beaucoup pour nous. Il fait beaucoup pour la nation guinéenne. Voilà ce qu'on va faire. On va essayer de trouver un joli cadeau pour lui, pour le remercier, parce qu'on n'a pas d'argent ni rien. Mais à travers de notre travail, on peut l'offrir quelque chose. Dans le quartier, de nombreux sculpteurs sont alignés le long de la corniche. Des œuvres comme les statuettes, les éléphants, des cartes et autres sont confectionnées pour attirer la clientèle. Partout où vous allez trouver les petites boutiques, là où les artisans travaillent. Les bijoutiers, les sculpteurs, les cordonniers, un peu partout. Ce que nous demandons à l'État guinéen, c'est de nous chercher un artisanat digne de nom, là où on peut trouver tous les artisans. La mise en place d'un centre artisanal pour l'exposition de leurs produits est donc nécessaire pour permettre aux arts plastiques d'occuper une place de choix sur le marché, ont-ils réclamé. Bâti sur une superficie de 24 hectares dans le quartier de Nongo, commune de Ratouma, le stade de l'amitié, communément appelé stade de Nongo, enregistre des avancées selon un constat effectué par une équipe de reportage déployée sur le site. Vous le savez, ce centre sportif, fruit de la coopération sino-guinéenne, peine à être achevé. Le retard accusé pour sa réalisation suscite d'énormes inquiétudes. La direction du stade, quant à elle, évalue l'exécution des travaux à hauteur de 80%. C'est un grand format signé Makiso, Alseni Kamara, Korea Bokoroman. Ici, nous sommes au stade de Nongo, dont les travaux de construction ont débuté en 2007. Aujourd'hui, la finalisation et l'opérationnalisation de ce complexe peuvent s'estimer à un pourcentage élevé, selon le directeur du centre sportif. Nous voulons
rendre ce stade fonctionnel et très moderne. De façon que, rien qu'en tenant compte du fait que nous voulons poser des chaises à la place du béton, ça déjà c'est quelque chose de très important. Et tout à l'heure, vous allez le constater, nous avons déjà beaucoup évolué en ce qui concerne les vestiaires qui sont presque achevés. Nous avons évolué en ce qui concerne les toilettes pour le public, ce qui est presque achevé. Les toilettes pour les officiels et autres, ça c'est déjà acquis. Et je pense que donc vous le calculez en termes de pourcentage, ce sera très difficile. Mais si nous faisons une petite évaluation, on peut dire qu'on est au moins à 85%. Sur la pelouse, les techniciens sont à pied d'œuvre pour l'entretien qui s'effectue pratiquement tous les jours. Un stade de football, c'est d'abord la pelouse. Et cette pelouse que vous voyez, il y a un entretien rigoureux dessus. Nous veillons dessus. Et je pense que si, de ce côté-là, les jeunes peuvent jouer dessus, ça c'est déjà un acquis. Actuellement, ça fait plus de 10 jours que le Orea vient s'entraîner ici. Nous sommes en train de tester la pelouse pour voir ce que ça peut donner. Le stade de Nongo est un complexe multidisciplinaire qui reçoit des compétitions de haut niveau, a indiqué notre guide. C'est un stade de 24 hectares. Je pense qu'avec 50 places, c'est bon pour les Guinéens. Parce que le stade du 28 septembre, je pense que c'est un stade d'à peu près 15 à 20 000 places. Les ingénieurs qui sont sur les travaux ont bien voulu adapter une certaine commodité aux vestiaires avec des équipements de massage. Cette salle consiste à préparer, disons, médicalement le sportif qui est prêt à répondre sur le terrain. On fait ici le massage avant effort, après effort. Avant qu'ils ne fournissent l'effort, ils viennent ici d'abord, on s'assure exactement de leur état physique au niveau des muscles, comment ils vont répondre très bien. L'infrastructure regorge en son sein une salle où se pratiquent quasiment tous les sports. Des jeunes étudiants, filles comme garçons, viennent ici pour des séances d'entraînement. C'est une salle pour permettre à des personnes de tout âge de venir y faire de la musculation. Que ce soit des femmes, que ce soit des filles, que ce soit des hommes, à tout âge. Vous voyez le nombre d'appareils qu'il y a ici. Il y a des appareils qui permettent de courir un peu sans être en dehors de la salle. Il y a des vélos. Il y a tout type d'appareils dans cette salle qui permet aux gens de venir s'y entraîner. Et comme vous le voyez, les sportifs aussi, quand c'est le moment pour les sportifs, en ce moment, eux, ils viennent et ils font des entraînements spécifiques qui concernent les sportifs, tels que les footballeurs. La finalisation de ce complexe dépend de la durée d'exécution des travaux mentionnés dans le cahier de charge du contrat entre l'État guinéen et l'homme d'affaires Antonio Soare, également président de la Fédération guinéenne de football. Restons dans le sport pour parler du président de la Ligue guinéenne de football professionnel qui a animé un point de presse ce mardi au siège de l'instance. Mathurin Bangora a donné des informations sur les derniers réglages avant le démarrage du championnat national prévu le 13 décembre prochain. Abdoulaye Sadou Diallo, Aliouba, y était pour vous. 40 millions versés à chaque club de Ligue 1 en guise d'arriéré de subvention. La LGFP décroche la reprise du championnat national. À 48 heures du coup d'envoi de la saison sportive 2018-2019, l'heure est à l'annonce des nouvelles dispositions. Nous avons dit, nous du bureau exécutif, aux différents présidents des clubs, d'accepter qu'on soit autour de la table et que l'on discute. Les moyens dont on fait allusion, c'est-à-dire la subvention, si elle n'a pas été payée l'année passée, c'est dit qu'elle n'a pas été obtenue. Elle n'a pas été payée comme certains pouvaient le penser, pour dire que c'est l'État qui payait la subvention. Alors, ayant pris le taureau par les cornes, nous nous sommes rapidement mis à la tâche, c'est-à-dire à la recherche des moyens qui pourraient nous permettre de lancer le championnat. Et ce que nous avons fait. Cette saison aussi, la Ligue ne compte pas sur l'appui de l'État pour faire face à ces questions économiques. Et malgré que l'instance n'a pas encore fini d'éponger ces milliards de dettes de la saison passée, Mathurin rassure que le championnat ne connaîtra aucune perturbation. Je m'engage, comme je l'avais fait devant le président du club, devant la presse, qu'on n'arrêtera pas le championnat pour faute de paiement. Pour cette nouvelle saison,
La subvention pour chaque club de Ligue 1 est fixée à 120 millions de francs guinéens et 90 millions pour la Ligue 2. Autre nouveauté, chaque équipe est libre de recevoir ses matchs à domicile. Cette année, la sécurité sera renforcée. La LGFP dit avoir obtenu des sponsors pour le prochain exercice, mais aucun nom n'est encore officiel. Le coup d'envoi de la nouvelle saison est prévu ce 13 décembre avec l'affiche CI Kamsar, éléphant de Koléa. C'est donc sur ce élément sport que prend fait cette édition d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Au cadrage pour vous, El Haj Aliouba était présent. À la régie, Lamine Sidibé, Mafata Sano, le tout sous la supervision technique d'Ali Kaboy de Francis Collier. L'info, c'est aussi sur le www.espace-tv-guinée.info. Passez une agréable suite de programme sur Espace TV, la télé de notre planète.